Ok, donc je me présente rapidement, je m'appelle Alexandre Delegue, je suis développeur full stack à Serly, donc je fais pas mal de Java, de Scala, de JavaScript, enfin ce genre de choses-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Serly, donc c'est une société basée sur Poitiers où il y a à peu près 70 développeurs. Pas mal de devs un peu type artisan, donc on aime bien faire des choses un peu sur mesure, donc si vous avez des besoins de ce style-là, vous pouvez faire appel à nous. Du coup, j'ai un Twitter, je m'en sers pas tant que ça, voilà. Sinon j'ai un GitHub où il y a 2-3 trucs peut-être qui peuvent vous intéresser. Ok, donc je pense que tout le monde a entendu parler du mot-clé réactive. On entend parler un peu à toutes les sauces, donc vu que ça fait un petit moment que je m'intéresse à ce genre de choses-là, je vais essayer de vous faire un résumé de ce que c'est les applications réactives ou la programmation réactive. Donc il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui est sorti, ça s'appelle le Reactive Manifesto. Donc en fait, c'est une sorte de tout un tas de bonnes pratiques qu'on peut utiliser pour créer des architectures qui sont scalables, résilientes, qui vont répondre aux utilisateurs avec des temps de réponse faibles. Donc ça, c'est vraiment des patterns orientés sur l'architecture, quoi. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la programmation réactive. Et en fait, en général, quand on parle de programmation réactive, en fait, on va plutôt descendre au niveau d'un seul serveur. Et généralement, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va gérer des I/O non bloquants. Donc, on va faire de l'asynchronisme, en fait. Et donc, pourquoi on a envie de faire ça ? Un exemple concret, c'est imaginez, vous allez au restaurant. Et vous rentrez dans le restaurant, il y a un serveur qui vous est affecté et qui va prendre votre commande. Il va aller passer la commande en cuisine et il va attendre que le plat soit prêt pour venir vous le servir. Et en attendant, il ne va rien faire. Et en fait, le servlet classique Java, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, il y a un mode asynchrone, etc. Mais de base, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une requête HTTP qui arrive. Il y a un thread qui est bloqué pour cette requête HTTP. On fait l'appel à la base de données, on génère la réponse. Et c'est une fois que la réponse est envoyée que le thread est libéré. Ce qui fait que, du coup, si on commence à avoir plein de clients qui arrivent sur notre application en parallèle, en fait, on va monopoliser tout un tas de threads. Et ça, du coup, ça a un coût en mémoire, parce que, du coup, pour passer de thread en thread, vu que ça fait finalement... ça masque comment c'est exécuté derrière sur la machine, il faut stocker le contexte, etc. Et passer de thread en thread, ça a un coût. Et puis, il y a un autre problème, c'est que, du coup, si on a configuré... 100 threads pour notre serveur Tomcat, s'il y a 101 connexions en parallèle, en fait la 101e elle se retrouve en échec, quoi. Donc l'idée c'est de se dire on va essayer de faire quelque chose de plus malin et on va utiliser un pool de threads réduit. Et dès qu'il y a des I/O, dès qu'on fait un appel à la base, etc., en fait, on va relâcher le thread, on va garder grosso modo un pointeur vers cette connexion pour pouvoir faire quelque chose plus tard, mais on va laisser le thread de côté et puis on le réutilisera plus tard, et du coup, on peut avoir quelque chose qui bourrine un peu plus et en gros, mieux utiliser les ressources de la machine. Le problème, c'est qu'en fait, gérer ces I/O non bloquants et faire de l'asynchronisme, d'un point de vue pattern de programmation, c'est pas évident. Et du coup, à ma connaissance, il y a quatre grandes manières de faire de la programmation asynchrone. Il y a la version avec des callbacks, donc c'est ce qui est fait dans Node.js par exemple, ou dans Vertex. Il y a la version par envoi de message, donc on va retrouver ça par exemple dans le modèle acteur, ou dans Helm et Redux, côté UI, qui ont un peu ce genre de fonctionnement-là. Il y a Spring Reactor aussi qui a fait une petite lib qui permettait de se faire des passages de messages et de gérer des choses de manière asynchrone. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser des futurs, des promises, des I/O, quoi. Donc là, en gros, en fait, on va utiliser quelque chose qui s'appelle une monade. Donc en fait, c'est une sorte de container, c'est un truc qui va dire qu'on a un résultat qui arrivera dans le futur, et on va pouvoir enregistrer un callback pour exécuter quelque chose quand le résultat arrive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces monades, on va pouvoir les composer, donc on va pouvoir faire un premier traitement asynchrone, puis quand il est fini, faire un deuxième traitement asynchrone, et ainsi de suite, quoi. Donc je résume, mais grosso modo, ça fonctionne comme ça. Et en fait, donc en JavaScript, ça s'appelle une promise, en Scala, il y a la future, en Java, il y a le completion stage ou la complétable future, en SQL, il y a le I/O, enfin il y en a plein de déclinaisons.
Elles sont pas toutes pareilles, il y a des petites différences, mais grosso modo, ça marche à peu près comme ça. Et après, donc, il y a une dernière manière de gérer des choses asynchrones, c'est ce qu'on appelle les streams. Et donc, en fait, quand on a une future, en fait, on a la promesse d'un seul résultat. Mais quand on veut gérer une collection de résultats asynchrones ou de choses qui vont se produire dans le futur, eh bien, en fait, on va utiliser des streams. Et là, donc, il y en a plusieurs sortes. Il y a KStream, Spring Reactor ou RX Java. Et du coup, aujourd'hui, on va parler bien sûr de KStream. En 2014, je pense, ou enfin dans ces eaux-là, il y a plein de grands du web ou de grosses sociétés influentes de l'IT du monde qui sont réunis pour faire une spec ensemble. Donc en fait, là-dedans, il y avait Netflix, Twitter, Lightband, enfin il y a plein de sociétés. Et en fait, elles se sont dit, ce serait pas mal d'offrir une sorte de standard justement pour expliquer comment on va gérer justement ce stream de données asynchrone. Essayer de faire quelque chose un petit peu standard. Donc ils se sont mis ensemble et ils ont sorti une spec qui s'appelle les Reactive Streams. Donc cette spec elle va atterrir dans le JDK 9. Donc c'est cool, comme ça en gros c'est encore plus standard. Et le but par exemple c'est aussi de faire de l'interopérabilité entre toutes les librairies qui vont implémenter ce machin là. Un exemple concret, le driver MongoDB, les dernières versions du driver, il y a une version qui implémente les Reactive Streams. Ce qui fait que du coup, en passant par les API Reactive Stream, on va pouvoir utiliser ce driver aussi bien avec KStream qu'avec RxJava ou n'importe quelle autre librairie qui implémente cette spec, quoi. Un autre truc qui est hyper bien dans cette spec, c'est la gestion de la back pressure. Donc en fait, dans une version bloquante des choses, ça se fait naturellement, cette gestion de back pressure. Par exemple, si j'ai une collection d'identifiants et pour chaque identifiant, je vais faire un appel à la base de données, en fait, ça va être simple. Je vais prendre le premier ID de la liste, je fais mon appel à la base. Comme mon appel à la base, il est bloquant, finalement, je ne vais pas consommer l'identifiant suivant tant que je n'ai pas eu la réponse. Hop, je fais mon appel à la base, ça continue, je prends le deuxième ID, ainsi de suite. Si on fait la même chose avec un traitement qui va nous retourner une future, donc un résultat qui arrivera dans le futur, je vais prendre mon premier ID, je vais faire mon appel, je vais avoir une future. Mais du coup, comme c'est non bloquant, je vais consommer le deuxième ID, je vais faire mon appel, je vais avoir une future, ainsi de suite. Et du coup, je vais ouvrir autant de futures que d'ID que j'ai dans ma collection. Donc ça, c'est problématique. Et si on commence à avoir énormément de données, en fait, on va se retrouver avec des problèmes de out of memory ou des problèmes de genre on a ouvert trop de connexions sur le réseau ou ce genre de choses-là, quoi. Donc c'est super important de se dire que, en résumé, si un consommateur est plus lent que le producteur, eh ben en fait, il faut ralentir le producteur pour qu'il se mette au rythme du consommateur. Et en fait, ça va permettre de protéger notre système et d'éviter que notre système se retrouve submergé de trop de choses à traiter. Donc ça fait partie de la spec et c'est super important. Donc là, c'est la spécification, c'est ça. En fait, c'est 4 interfaces, donc c'est super simple. Alors, cette spécification, elle n'est pas faite pour les utilisateurs finaux, mais plutôt pour les implémenteurs de librairies. Et du coup, elle va servir juste à l'interopérabilité. Et après, ce qui est important avec cette spec-là, c'est que pour le coup, il y a un TCK qui va avec, et lui, il est plutôt velu. Donc le TCK, c'est toute une suite de tests unitaires qui permettent de valider qu'on a bien implémenté les choses. Et même si les interfaces sont très simples, finalement, pour que ça fonctionne correctement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut gérer tous les cas d'asynchronisme et tout ça. Donc, KStream, c'est une petite partie de AK. Donc là, j'ai trouvé un beau schéma sur Internet qui synthétise bien ce que fait AK. Donc en gros, tout en bas, en fait, la partie la plus bas niveau, c'est l'acteur modèle. Donc ça, je ne vais pas en parler, mais grosso modo, c'est ça derrière. Enfin, les KStream, c'est exécuté en utilisant ce modèle-là, mais ça ne se voit pas, en fait. Au-dessus, il y a une API un peu plus haut niveau, c'est les streams. Et après, avec AK, on peut gérer tout un cluster, on peut faire plein de choses. Il y a plein d'algorithmes distribués qui existent dessus, type CRDT ou ce genre de choses-là. On peut faire de l'event sourcing, on peut faire tout un tas de choses. Mais du coup, je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Donc, KStream, dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer qu'avec vos données, vous pouvez faire grosso modo ce qu'il y a dans le GIF, c'est-à-dire faire passer des choses, les transformer, les composer,
Et j'espère que vous avez trouvé ça cool. Donc il y a 3 grandes choses dans HakaStream. La première chose, c'est la source. Donc la source, c'est un truc qui va émettre des données. Donc c'est l'émetteur de la donnée, quoi. Donc c'est ça qui pousse les trucs. Ensuite, il y a le flow. Donc le flow, c'est quelque chose qui prend des données en entrée et qui ressort des données en sortie. Donc là, dans ce GIF-là, en fait, on pourrait dire que le flow, c'est un filtre. Parce qu'en fait, il y a des données en entrée et puis en sortie, il y en a beaucoup moins. Et à la fin, il y a le sync. Donc le sync, c'est le truc final. C'est là où tout vient s'échouer. Et donc c'est l'opérateur final du stream. Donc ça, sous forme de code, ça ressemble à ça. Donc là, du coup, l'exemple, il est en ce cas-là. Mais en gros, on comprend bien ce que ça fait. La source, ça va émettre des entiers de 0 à 10. Notre flow, ici, en fait, il va multiplier par 10 chaque entier et transformer en string. Et puis à la fin, notre sync, lui, il va essayer de collecter tous les éléments du stream sous forme de séquence. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on peut écrire aussi ça sous forme de composants réutilisables. Donc c'est l'exemple de code qui est en dessous. Donc en fait, là, j'ai la même chose que l'exemple du dessus, mais splitté en fait en source, flow et sync. Et du coup, à la fin, on peut faire source via le flow, run with le sync, et on a notre réponse. Donc notre réponse, bien sûr, c'est une future, parce qu'en fait, l'exécution de ce stream, il peut être compliqué, il peut faire des appels HTTP, etc. Il peut faire plein de choses. Donc en fait, si on avait un appel bloquant, ce serait problématique, parce qu'en fait, on va monopoliser le thread, enfin, ou un certain nombre de threads, le temps que ce soit fini. Donc je vais essayer de vous montrer un exemple d'utilisation d'un stream avec un truc très concret que tout le monde a sûrement déjà fait plein de fois dans plein d'applications, c'est l'upload d'un CSV. Donc il y a plusieurs stratégies quand on upload un CSV. Il peut y avoir la stratégie dans mon HTTP post, je monte tout le CSV en mémoire et puis je le traite pour l'envoyer à la base. Donc là, il ne faut pas que le CSV soit trop gros parce que sinon ça va poser des problèmes. Il y a la stratégie, je prends le CSV, je le stocke dans un répertoire temporaire, dans un fichier temporaire sur le disque, et puis après je vais pouvoir le lire tranquillement et en faire ce que je veux. Donc ça, pourquoi pas, mais du coup ça nécessite que déjà on ait prévu l'espace qui va bien sur le disque, ça peut être potentiellement plus lent, enfin bon, à voir quoi. Et la troisième stratégie, c'est de dire, je prends le CSV tel qu'il est poussé dans la connexion, et puis je traite ligne par ligne, pour aller le mettre directement dans la base, et en fait finalement le CSV il fait juste passer par l'appli pour se retrouver en base de données, et comme ça en fait on a un peu le meilleur de tout, parce qu'on a une faible consommation mémoire, on ne stocke pas d'espace sur le disque, et du coup le truc fait que passer quoi. Donc si cette solution là, en fait ça pourrait ressembler à un truc dans le genre là. Finalement, quand le CSV il passe dans la connexion, en gros au début j'ai juste des morceaux de bytes en fait, qui vont arriver avec des tailles un peu arbitraires. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que ces morceaux de bytes, je vais les transformer en string. Ah mince, c'est coupé en haut. Eh ben en fait, ouais. Alors, vous allez compter sur ma prestation orale. Donc en fait, donc là, en haut, en gros, à gauche, c'est la version chunk de bytes, quoi. Donc du coup là c'est juste des morceaux, donc on n'a peut-être pas une ligne complète, on a peut-être deux lignes ensemble, on sait pas trop, mais en gros c'est comment ça arrive sur le réseau, et c'est en binaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir transformer ça en string, puis en fait on va concaténer ces morceaux jusqu'à ce qu'on trouve un saut de ligne, pour en gros avoir une ligne complète. Une fois qu'on a une ligne complète, on va transformer cette ligne en objet JSON. Ces JSON, on va les grouper par paquet, et puis après on va envoyer ça par exemple dans un Elasticsearch en faisant des bulks. Et donc Elasticsearch va nous répondre en disant ok, j'ai bien inséré ces enregistrements-là, ou alors il y a eu une erreur sur ces enregistrements. Donc là, en fait, à la fin, on veut avoir une sorte de rapport d'erreur qui nous dise genre j'ai tant de succès, tant d'erreurs. Et à la fin, en fait, on va écraser tous ces résultats en un seul gros résultat qui nous dit au total la somme de toutes les erreurs et la somme de tous les succès. Donc sous forme de stream, ça va ressembler à ça. Si c'est bon, vous ne loupez pas grand-chose. Et du coup, ça, c'est grosso modo la version en code du schéma d'avant, quoi. Donc dès que je continue,
Alors là, ce que vous voyez pas, c'est en haut, en fait, en gros, ça c'est un exemple qui utilise Play Framework. En fait, dans Play Framework, AkaStream, il est nativement disponible, on va dire. Et en fait, on peut récupérer le body de la request sous forme de source de byte string. Donc une source de byte string, en fait, c'est un stream de chunk de données binaires, quoi. Donc en fait, cette source de byte string, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la concaténer et la délimiter sur des anti/n. Donc là, en fait, on a un opérateur déjà qui existe dans AkaStream qui permet de faire ça. Donc on lui donne le séparateur sur lequel on veut splitter les lignes. Donc là, dans notre cas, c'est un saut de ligne. Et on lui donne deux autres valeurs. En fait, le 10 000, c'est le nombre de caractères maximum que je vais concaténer avant de finir en erreur. Parce que c'est important de contrôler tout le temps ce qu'on va monter en mémoire. On ne veut pas que ce soit open bar. Donc en fait, on va concaténer les choses jusqu'à une certaine limite. Et en gros, s'il n'a pas trouvé de anti/n au bout de 10 000 caractères, ben, il va finir en erreur en disant il y a un problème. Donc ça, c'est super important, c'est de toujours contrôler les ressources qu'on manipule. Et le dernier argument, il est optionnel, mais là j'en avais besoin, c'est genre si mon CSV ne termine pas par un anti/n, en fait on permet ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si ça ne termine pas par un anti/n, il va dire que ça se termine là, quoi. Comme c'est un CSV qui a une en-tête, je vais dropper la première ligne. Je vais transformer chacun de mes byte strings en version string, et là du coup je vais utiliser l'encodage UTF-8. Et puis ensuite, je vais splitter sur les points-virgules pour récupérer tous les attributs de ma ligne. Je vais créer mon JSON. Je vais les grouper par paquet de 20 pour pouvoir les envoyer dans Elasticsearch. Alors le map avec le truc un peu chelou, là en gros c'est juste un peu de tambouille pour transformer en ce que Elasticsearch attend dans ses bulks. Mais grosso modo, c'est des JSON séparés par des anti/n. Et ensuite, là, je vais faire mon appel à Elastic en faisant un HTTP post en utilisant le client de Play. Donc le client de Play, lui, il est non bloquant par défaut, ce qui fait que sa réponse, quand on utilise le client Java, ça va être un completion stage, donc grosso modo une future, quoi, une réponse qui arrivera quand le traitement sera fini. Et donc là, en fait, le client de Play, il va envoyer ça dans la connexion, puis il va relâcher le thread en attendant d'avoir une réponse. Et même la réponse ne va pas se faire d'un coup, elle va se faire aussi par morceaux de byte string, etc. Mais ça, en fait, c'est caché. Donc nous, en gros, on aura la réponse de la future, ce sera plus tard, quand le bulk aura été fait. Donc pour faire ça, en fait, juste avant, on avait l'opérateur map, qui permet de transformer en fait, chaque élément du stream en autre chose. Et là, on a un opérateur qui s'appelle map-async. Et donc ça permet d'effectuer des traitements asynchrones. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la collection. En fait, on allait ouvrir plein de futurs en parallèle, etc. Et là, comme on veut gérer la back pressure, en fait, on va dire le nombre d'appels HTTP concurrents qu'on va effectuer. Et là, c'est 4. C'est-à-dire qu'en fait, je vais paralléliser mes envois de bulk par 4 à Elastic. OK ? Donc, il existe deux opérateurs, map-async et map-async unordered. Donc, le map-async, en fait, il va conserver l'ordre des réponses en fonction de l'arrivée des bulks en fait. Et le map-async unordered, lui, il conserve pas ça, donc forcément, il est beaucoup plus performant. Parce que du coup, vu qu'il n'a pas besoin de conserver l'ordre, s'il y a des requêtes lentes qui peuvent pénaliser le truc, ben, en gros, ça ne bloquera pas tout le monde. Ensuite, on a la réponse à Elastic, enfin la réponse d'Elastic, et là, en fait, ça c'est pareil, c'est une petite tambouille pour créer mon statut de réponse. Et donc là, je vais dire, je compte le nombre d'erreurs que j'ai et le nombre de succès que j'ai. Et je vais en créer un objet import statut qui va me permettre de comptabiliser ça au final. Et donc à la fin, j'ai mon fold. Donc le fold, ça permet de prendre un stream et de l'écraser en fait en un seul résultat. Et du coup, comment ça fonctionne le fold? En fait, ça prend le premier élément, donc en fait un import statut vide. Et du coup, à chaque fois, j'ai un accumulateur et l'élément courant, et je dois retourner une nouvelle version de l'accumulateur, quoi. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon accumulateur, au début, il a 0 erreur, 0 succès. Dès que j'ai le premier élément, je fais 0 plus le nombre d'erreurs de l'élément et le nombre de machin, et ainsi de suite. Et à la fin, je vais avoir le nombre d'erreurs et de succès total. Et donc, du coup, cet import statut, une fois que je l'ai calculé pour tout le stream, je le retransforme en JSON, puis en byte string.
et je renvoie ça en tant que réponse OK. Et du coup, Play, il a un opérateur qui s'appelle Chunked, qui prend une source, et du coup, qui va permettre de streamer ce truc-là aussi en tant que réponse. Donc là, ce que je vous ai montré, finalement, c'est par rapport au schéma d'avant, c'est presque la transposition en code. Donc c'est finalement assez visuel. C'est presque la transposition en code de ce qu'on veut faire, quoi. Donc il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, parce que du coup, dans l'exemple d'avant, c'était fait par Play, c'est la notion de matérialisation. En fait, quand on crée des sources, des flows et des sinks, finalement, ce qu'on crée, c'est un plan d'exécution. En fait, on décrit le traitement qu'on va vouloir effectuer, mais tant qu'on ne l'a pas matérialisé, en fait, il n'y a rien qui est exécuté. Et donc, du coup, dans AkaStream, il y a la notion de materializer. Donc, dans Aka, il y a un truc qui s'appelle l'actor system, c'est un truc à créer une fois dans l'appli, c'est ce qui permet de gérer les pools de threads, tout ce machin-là. Donc, bon, bref, on imagine qu'on l'a. Et ensuite, à partir de cet actor system, on peut créer un materializer, et donc, en gros, exécuter un stream. Donc, en Java, ça se passe comme ça. En fait, on fait run with, on lui donne le sync et le materializer, et ça va exécuter tout ça. Et en ce cas-là, ça passe par des variables implicites. Donc ça, c'est une feature du langage. En gros, c'est des variables qu'on définit en tant qu'implicites, et après, on n'a pas besoin de les utiliser explicitement dans l'appel de méthode. En fait, si le compilateur en trouve une dans le scope et qu'elle a le bon type, il va l'utiliser automatiquement. Ok, donc maintenant je vous ai montré les grands principes. Je vais vous parler un petit peu plus de l'API, et notamment des différentes sources qui existent. Donc là, je passe rapidement là-dessus. En fait, c'est pas forcément très important. Il faut juste savoir qu'il y en a plein qui existent dans le framework et qu'on peut les utiliser. Donc on peut utiliser une source pour un seul élément, pour une liste, pour créer un rang d'entiers de 0 à 20. Il y a des sources qui vont être en erreur, des sources qui vont être lazy. Il y a une source qui est sympa, enfin les deux sources, la repeat et tick, elles sont sympas. Donc repeat, c'est pour répéter continuellement un élément, donc ça des fois c'est super utile. Et le tick, ça va envoyer en gros là le string every second toutes les secondes. Donc ça des fois c'est super pratique ce genre d'opérateur là. Et du coup on peut aussi créer une source à partir d'une feature ou d'une complétable feature Java. Donc ça en gros ça permet de démarrer la source à partir du résultat d'un appel asynchrone. Donc les syncs, c'est pareil, il y en a un certain nombre, je ne les ai pas tous mis. Donc le premier, c'est pour dire on récupère le premier élément du stream et puis on s'arrête tout de suite. Le deuxième, c'est le premier élément du stream s'il existe, parce que des fois on a des streams vides. Dans ce cas-là, ça va nous retourner un optional, quoi. Soit il est là, soit il n'est pas là. On a la même chose pour le dernier. Le séquence, ça permet de tout récupérer sous forme d'une liste. Le ignore, ça permet juste de consommer tout le stream, mais sans attendre forcément de résultat, en fait, ça permet juste de le consommer. Le for each, ça va exécuter un callback sur chacun des éléments. Le fold, je vous en ai parlé, c'est une fonction en fait d'accumulation. Donc là, en l'occurrence, c'est la somme. Et le onComplete, c'est pour être notifié quand tout le traitement est terminé. Et puis des flows, c'est pareil, il y en a plein. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns aussi. Donc drop, c'est pour supprimer des éléments. Filter, c'est pour filtrer suivant un prédicat. Map, c'est pour transformer chacun des éléments en autre chose. Fold, il existe aussi en tant que flow. Group, c'est pour grouper par paquet. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec Elastic. Et le group within, c'est pour grouper soit par paquet, soit par laps de temps. Donc par exemple, si on a un stream qui ne finit jamais, qui est infini, et on attend par exemple des éléments d'une queue, et ben en fait, on peut se dire, s'il y a vachement de trafic, on va plutôt les grouper par paquet de 20 ou de 50. Mais sinon, je les groupe par paquet de toutes les 5 secondes. Et du coup, c'est le premier des deux qui arrive qui est choisi. Donc ça peut être assez intéressant. Le intersperse, c'est pour dire je rajoute un élément au début, un élément entre chaque élément et un élément à la fin. Donc là, en gros, je peux fabriquer un tableau de string avec ça. Et puis les deux opérateurs map-async, je vous les ai déjà montrés avec l'appel HTTP. Donc ça, en fait, là, il y a un certain nombre de composants qui existent déjà dans le framework, mais il se peut que vous ayez envie de les fabriquer vous-même. Là, je ne vais pas trop détailler, mais je vais juste vous montrer les mécanismes de back pressure, parce qu'en fait, je vous en ai parlé au début, mais je ne l'ai pas illustré dans le stream, mais en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que c'est le sync
qui va demander l'élément suivant à l'opérateur d'avant, qui va demander l'élément suivant, qui va demander l'élément suivant, etc. Donc la demande va remonter jusqu'au début, et puis en fait la source va publier l'élément, puis le sync, quand il sera prêt, il va reconsommer, et ainsi de suite. Et en fait, cette gestion de demande, enfin ce flow control, en fait, on le retrouve à chacun des opérateurs. Et en fait, quand on veut implémenter nos propres sources, nos propres syncs, nos propres flows, et bien en fait, on retrouve ça dans l'API. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est une source qui va émettre un compteur. Et bien on voit qu'il y a une méthode onPool qui dit quand le downstream il me demande l'élément suivant, et bien en gros, qu'est-ce que je fais? Soit je fais un appel asynchrone et je l'enverrai plus tard, ou soit je l'envoie tout de suite. Donc en fait, c'est super présent, quoi. Même chose à l'inverse quand on a un sync. Donc là, en gros, c'est quelque chose qui va écrire dans la console tous les éléments. Et bien en fait, on doit implémenter la méthode onPush, qui est quand il y a un nouvel élément qui est disponible et que je peux consommer, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc là, en l'occurrence, je le chope et je l'écris dans la console. Et quand on veut écrire un flow, et ben en fait, on doit faire les deux. Il y a le onPool et le onPush. Donc ça, c'est un peu compliqué à écrire parce que d'un point de vue intellectuel, c'est un peu embrouillant, quoi. Mais vous avez de la chance, il y a un projet qui s'appelle Alpaca, qui permet de centraliser tout un tas de sources et de flows qui ont été implémentés par des gens d'un peu partout. Donc c'est un projet open source, vous pouvez aller contribuer des choses dessus. Et donc il y a un paquet de connecteurs qui existent. Pour des queues très connus, genre du Kafka ou du RabbitMQ, pour lire des fichiers, enfin voilà, il y a un paquet de choses. Et finalement, en gros, avec ce machin-là, en fait, on a plein de sources, plein de flows, plein de syncs, et en fait, on va pouvoir composer les trucs un peu comme des Lego, et puis fabriquer nos propres plans d'exécution, donc c'est assez complet, quoi. Donc après, quand on commence à être ceinture noire, il y a autre chose qu'on peut faire avec AkaStream, c'est l'API de graph. Donc là, grosso modo, on peut faire, donc ça je l'ai pris dans la doc, hein, on peut faire un truc dans ce genre-là, et faire des trucs qui se connectent, même faire des boucles de feedback, etc. Enfin voilà, on peut faire des trucs super compliqués. Donc là, il y a plein d'opérateurs, il y a des choses qui permettent de broadcaster les données, c'est-à-dire en gros d'émettre la même donnée dans deux branches différentes. Il y a des choses qui permettent de faire une sorte de load balancing, il y a des choses qui permettent de merger les données, de zipper les données, enfin il y a plein d'opérateurs, et du coup on va pouvoir grosso modo faire des flows qui ont une entrée, une sortie, mais où à l'intérieur du flow il y aura un graphe comme ça, quoi. Donc on peut aller super loin. Donc ça en termes de code, ça ressemble à ça. Donc ça c'est en ce cas-là. En Java c'est un peu moins lisible. Là pour le coup les flèches je les trouve assez utiles parce qu'en fait on a presque en code la représentation de l'image qu'on avait avant, donc c'est assez graphique, quoi. Donc là c'est un exemple un peu pourri parce que c'est avec des lettres de l'alphabet, on ne comprend pas trop ce que ça fait. Je vais vous montrer un exemple concret. Tout à l'heure je faisais mon import CSV vers Elasticsearch et je balançais toujours sur le même serveur. Mais en fait Elastic c'est une base distribuée, donc potentiellement on pourrait faire du load balancing entre tous les nœuds du serveur. Donc là j'ai écrit un petit flow qui permet de faire du load balancing. Donc pour ça, j'utilise un opérateur qui s'appelle balance, qui existe déjà dans AK et qui permet de répartir les envois sur n sorties, quoi. Donc là, moi, en entrée, j'ai une liste de serveurs. Et puis, je vais avoir une fonction qui va me retourner le flow pour un serveur donné, quoi. Et donc là, en gros, j'ouvre un opérateur balance pour le nombre de serveurs. Et puis pour la sortie qui va bien, je récupère le flow pour le serveur donné, puis après je remerge toutes les données pour que ça ressorte sous la forme d'un seul stream à la fin, quoi. Et donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ouais, si c'est bon, il manque toujours le haut. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, en fait c'est la même chose réécrit en ce cas-là. Donc là, import CSV. Donc il y a grosso modo la même chose, le délimiteur, le truc en UTF-8. Ensuite on transforme en JSON, on groupe par paquet. Et la seule chose que j'ai changé, c'est cette partie-là. Donc en fait, ce qui manque sur la première ligne, c'est que ce serveur, c'est une liste de serveurs, donc genre HTTP localhost 9200 et HTTP localhost 9201, pour dire voilà, j'ai deux serveurs qui écoutent sur deux ports différents. Et là, j'ai mon load balancer, je lui donne ma liste, et pour chaque serveur, je dis, ben, en fait, tu vas faire un appel HTTP sur ce serveur-là pour envoyer le bulk. Et donc là, en quelques lignes, en fait, j'ai écrit mon petit load balancer.
Donc comme je pense que vous ne me croyez pas, parce que du coup ça a l'air tellement simple, eh bien, je vais vous le montrer en démo. Hop. Alors là, c'est peut-être un peu trop petit. Alors, je pose le micro. Si j'arrive à grossir. Non, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Bon, bref. Donc là, c'est à peu près la même chose, sauf que au lieu de répartir sur 2 serveurs, parce que ça n'aurait pas été facile de voir comment le balancing avait été fait, en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie vers 2 types élastiques différents. Donc en fait, j'ai un CSV avec des vikings, des noms de vikings. Donc j'ai un index qui s'appelle viking et j'ai 2 types, viking 1 et viking 2. Et en fait, là, je vais faire du load balancing entre ces 2 types-là. Et à la fin, on va regarder si ça a bien fait le boulot, quoi. Donc, j'ai mon appli play qui est démarré. J'ai mon serveur Elasticsearch qui ne l'est pas encore. Ok, en attendant que ça démarre, je vais vous montrer que dans mon répertoire, pas public mais conf, j'ai mon fichier viking.csv avec 51 lignes, parce qu'il y a l'entête qui ne compte pas. Eh ben oui, du coup on voit pas l'entête. Hein. C'est vraiment pas de chance ça. Alors là en même temps, je peux le... On va faire un truc. Hop là. Tac. Là c'est pareil, je sais pas trop. En même temps, c'est pas forcément très important. Je vais faire un petit HTTP post de mon CSV. Bon, en fait, il faut le temps qu'ils finissent de compiler le truc. Ouais. Bon, l'inconvénient du Scala, c'est que c'est un peu plus lent à compiler que le Java, donc il faut être patient. Donc là, c'est parti. Il me fait mon import. Et donc là, on voit ici que, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais qu'il y a marqué nombre de succès 51. Donc il a bien importé 51 lignes. Et si je vais sur mon serveur Elastic, si je vais... Alors, là, c'est pareil, je présume que vous ne voyez pas. Hop, je vais descendre ça un peu. Si je fais la recherche sur le type 1, en fait, je vois qu'en nombre de résultats totaux, j'ai 26. Et si je vais sur le type 2, hop, j'en ai 25. Donc là, en fait, à l'import, il a vraiment balancé de manière équitable entre les 2 types. Donc finalement, ça fait bien le boulot en pas beaucoup de lignes. Hop, je vais revenir sur la présentation. Ok, bon, ça on vient de le faire. Alors, je continue. Donc là, en fait, je vous ai montré quelques opérateurs qui existaient dans AkaStream. Je vous parle d'appels asynchrones, de choses non bloquantes, etc. Mais vous allez me dire, bah ouais, mais moi, dans mon appli, je fais du JDBC, c'est bloquant, comment je peux gérer ça ça va pas fonctionner ton truc, quoi. Et ben effectivement, il faut faire attention aux appels bloquants parce que du coup, AK, comme ça fonctionne justement avec un pool de thread réduit, si on commence à faire un appel bloquant dans ce truc-là, ben en fait c'est comme si on mettait une pierre dans l'engrenage, donc ça va tout bloquer et ça va pourrir toute l'appli, quoi. Donc là, l'idée c'est pas de dire le JDBC c'est banni. En fait, l'idée c'est de dire on va faire très attention à tous ces appels bloquants et on va les mettre à côté. Donc en gros, on va avoir un pool de thread qui est pour AK, quoi, où en gros ça va être son truc par défaut et là ça va bourriner. Et tous les appels bloquants, ben, en fait on va les mettre dans un pool dédié. Donc par exemple je vais créer un pool de thread qui s'appellera pool de thread JDBC. Grosso modo il va y avoir autant de threads que de connexions à la base. Et en fait ça, tous les appels de ce type là ils vont être à côté, ils vont pas polluer le reste du traitement à côté. Donc comment on fait ça dans AK? Donc en fait, AK il a la notion de dispatcher. Donc en fait, on n'est pas obligé d'utiliser les dispatchers. En fait, on peut très bien utiliser des exécuteurs services Java ou des execution context Scala. Mais l'avantage des dispatchers, c'est que comme en fait ça fonctionne aussi avec la partie AK, en gros si on passe par ce truc-là, en fait on a défini le truc une seule fois et puis on peut le réutiliser un peu partout. Donc c'est plutôt pratique. Donc en Java, à partir du l'actor system dont je vous ai montré au début, en fait, on peut
récupérer en fait un dispatcher à partir d'une clé. Et du coup, cette clé, c'est une définition dans un fichier de conf. Donc là, dans cet exemple-là, en fait, c'est un thread pool executor de taille 20. Donc on va dire, j'ai 20 connexions à ma base, je vais ouvrir 20 threads dédiés à mes appels bloquants. Et si on veut exécuter ce truc-là bloquant en Java, en fait, finalement, on va wrapper ça dans une complétable future en lui filant l'exécuteur, et lui, du coup, il va se charger d'exécuter ça sur le pool de thread à côté. Donc là, finalement, cette technique-là, on n'utilise même pas les fonctionnalités d'AK. En fait, on s'appuie directement sur soit les fonctionnalités de Java, soit sur les fonctionnalités de Scala, quoi. Donc dans ce cas-là, ça passe par un execution context. Et donc du coup, quand on wrap quelque chose dans une future, en fait, il va chercher un execution context implicite dans le scope. Et il va utiliser ça pour exécuter ce traitement bloquant sur ce pool de thread-là. Donc après, ça c'est la version... Donc là, si vous voyez un petit peu en haut. Mais grosso modo, c'est juste comme avant, je récupère mon execution context, et là, admettons, j'ai une source de 0 à 10 000 identifiants qui sont 1 à 10 000, quoi. Et je vais faire un select dans ma base de données. Et donc, du coup, ce select, je vais pouvoir le wrapper dans une future pour qu'il soit exécuté à côté. Donc ça, c'est assez simple. La version Java de ça, c'est fait comme ça. Donc là, on utilise map5 unordered, comme tout à l'heure. Et pour chaque identifiant, je vais faire completeAppFuture.supply A5. Je vais exécuter mon SQL là-dedans, et puis je vais lui filer l'exécuteur pour dire sur quel pool de thread il va exécuter le traitement. Donc là, jusque-là, c'est pas très compliqué. Après, si on veut se faire... C'est une librairie qui n'existe pas, c'est juste pour l'exemple. Mais c'est pas forcément très compliqué à implémenter si tu veux faire ça chez toi. Donc là, du coup, ça c'est en utilisant finalement les fonctionnalités de Java ou de Scala. Mais on peut aussi dire à AKStream, exécute cette partie du stream sur un pool de thread dédié. Donc là, comment on fait? En fait, on va définir un flow. Donc là, mon flow, il va prendre les entiers en entrée. Il va exécuter la requête, et le withAttribute, actorAttribute.dispatcher, ça va dire exécute ce flow sur ce dispatcher-là, quoi. Donc là, ça fait pas tout à fait la même chose que l'exemple d'avant, parce qu'avant, en fait, on était capable de paralléliser. Là, on peut plus le faire, en fait. On dit juste, ce bout de code-là, il est exécuté à côté, mais par contre, ça va vraiment être fait séquentiellement. Donc si on veut faire la même chose qu'avant, en parallélisant et toujours en utilisant AK, il faut faire un truc un peu tordu. Donc là, j'ai une fonction qui s'appelle getById, qui me retourne une source d'option de string. Donc en fait, finalement, c'est une source d'un élément qui sera le résultat de ma requête à la base. Cette source, je vais lui dire de la mettre sur mon pool de thread bloquant. Et je vais devoir utiliser un opérateur qui s'appelle flatMapMerge. Donc en gros, c'est un peu la même chose que map5, sauf qu'au lieu de gérer des futurs, ça gère des sources. Et du coup, ça va permettre de composer le truc comme ça. Et là, grosso modo, ça fait la même chose que le map5 unordered avec une complétable future, mais en utilisant des streams. Donc comme cet opérateur flatMapMerge, il est un peu embrouillant, surtout qu'en plus, il a un copain qui s'appelle flatMapConcat. Je vous ai fait des petits schémas pour vous dire un peu ce que ça fait. Donc là, admettons, on a une fonction qui, pour chaque lettre de l'alphabet, nous retourne une liste de 1 jusqu'au numéro de la lettre de l'alphabet. Si je fais flatMapConcat, pour chacune des lettres, je vais exécuter cette fonction, je vais récupérer une source avec ces fameux numéros, et je vais consommer cette source, et je vais la rajouter dans le stream d'en dessous. Ok ? Et le flatMapMerge, ça fait la même chose, sauf que du coup, ça va paralléliser, suivant un facteur, l'exécution de ces sources, et ça va entrelacer les résultats dans le stream en dessous, quoi. Donc bon, voilà. Ça, c'est un peu tordu au début à comprendre, quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais bon, ça existe, et des fois, c'est très utile. Un autre truc qui peut être compliqué à faire quand on fait des streams, c'est de gérer un peu les écritures concurrentes. Je vous donne un exemple très concret. Admettons, j'ai un certain nombre de users dans ma base de données, et dans mon CSV, j'ai plein de modifications sur des users, mais en fait, il peut y avoir plusieurs modifications sur le même user dans plein de lignes différentes. Donc par exemple, je vais avoir dans la première ligne, je vais modifier le nom du user 1,
puis dans la ligne suivante modifier l'âge du user 1, et ainsi de suite. Et du coup, si on commence à paralléliser ça sur plein de threads, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un instant T, on va se retrouver à traiter le même user sur 2 threads différents. Chaque thread va lire le user dans la base et vouloir le mettre à jour. Mais sauf que du coup, c'est le dernier qui a écrit qui a gagné. Donc on va perdre des modifications. Donc ça, si on veut continuer à vouloir paralléliser pour en fait que le traitement soit performant et éviter ce genre de choses-là, en fait, il y a une stratégie, c'est de faire ce qu'on appelle un peu du sharding. Donc en fait, on va se dire, on va paralléliser suivant un certain facteur, et on va router tous les mêmes identifiants toujours vers le même thread. Et en faisant ainsi, en fait, on va, comme les choses vont être faites de manière séquentielle les unes après les autres, on va éviter de se retrouver dans la situation où on va mettre à jour de manière concurrente 2 fois la même donnée. Donc ça se fait grosso modo comme le load balancing de tout à l'heure. En fait, là, sauf que là, j'ai un opérateur qui s'appelle partition. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que mon ID, dans ce cas de figure-là, c'est un string. Je vais calculer un hash. Donc en fait, le murmure hash, c'est un algorithme qui permet d'avoir des hashes assez homogènes suivant les strings. Et du coup, derrière, vu que je vais obtenir un entier, je vais calculer un modulo pour savoir où je le route, dans quel fil je le route. Et en fait, vu que pour un ID donné, on aura toujours la même valeur, en fait, tous les identifiants vont être routés vers la même file. Du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Donc ici, là, j'ai une caisse classe, en gros c'est un Pojo. C'est mon user, il a un nom et un âge. Et au-dessus, j'ai prévu 2 cas d'update. L'update de l'âge ou l'update du nom. Et j'ai une fonction merge pour faciliter les choses qui dit si c'est une mise à jour de l'âge, je renvoie un nouveau user en mettant à jour l'âge. Et si c'est une mise à jour du nom, je renvoie un nouveau user en modifiant le nom. Ensuite, j'ai défini un store en bas. En gros, c'est juste un truc en mémoire. Et j'ai prévu 3 sources en fait. La première qui permet d'insérer des users avec les identifiants de 1 à 10 dans la base. Donc en fait, chaque user va avoir comme ID le numéro, comme nom, le name avec le numéro, et comme âge, le numéro aussi. Okay. Et ensuite, j'ai prévu 2 autres sources. Une source qui permet de créer des mises à jour de noms. Donc en fait, là, en gros, on va juste modifier le nom du user en multipliant l'ID par lui-même pour avoir quelque chose de différent. Et l'âge, ça va être la même chose. En fait, on va multiplier l'ID par lui-même et ça va donner un âge comme ça. Et donc là, après, j'ai en gros un stream ici. Donc le début, c'est juste pour dire, à partir de la source d'insert, je vais aller bourrer tous les trucs dans la base. Et en fait, ce qui est important, c'est cette ligne-là. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2 streams. Le interleave, c'est pour les entrelacer. Donc en fait, ça va permettre que j'ai des modifications sur la même donnée très proche dans le stream. Et du coup, je vais faire le truc très con, c'est la version qui ne marche pas, en fait. Je fais mon map à 5 par 4, donc je parallélise par 4, et je fais mes updates. Et en fait, mon update user, ce qu'il fait, c'est qu'il lit le user, il le met à jour, et après, il le réinjecte dans la base. Donc ça, c'est la version qui ne marche pas. Et ensuite, j'ai la version qui marche. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mon sharding, je vous l'ai montré juste avant sur le PowerPoint. Et je lui donne un flow d'update. Et mon flow d'update, ça dit, pour chaque identifiant, je vais stocker le truc dans la base. Et donc, en fait, si j'exécute ce code, ce que je ne vous ai pas montré, mais le temps que ça s'exécute, je vais vous le montrer, c'est qu'à la fin, je relis tout le store et j'affiche toutes les données qui sont dedans pour voir ce qui s'est passé. Donc là, on voit que, donc ça c'est le cas 1, et de temps en temps, en fait, quand le numéro dans l'âge, dans le nom, pardon, c'est pas le même que celui de l'âge, c'est que ça s'est mal passé. Donc là, par exemple, ici, ça s'est mal passé, ici, ça s'est mal passé, ici, ça s'est mal passé. Et là, on voit que, pour le coup, ils sont tous alignés, donc ça a bien fonctionné, cette stratégie-là. Donc ça, c'est une méthode qu'on peut faire pour gérer des écritures concurrentes entre threads, mais c'est aussi une méthode qui peut fonctionner à l'échelle d'un cluster. C'est-à-dire qu'en fait, je peux dire, si j'ai 3 nœuds dans mon cluster de services qui font des écritures,
je peux passer par un proxy, grosso modo, qui va router tous les identifiants vers le même nœud. Enfin, grosso modo, c'est ce que font des bases comme Cassandra, par exemple. Donc, maintenant, je vais vous parler de au moins un truc que j'ai essayé et qui ne fonctionne pas. C'est de jouer avec les feedback loops. Donc en fait, tout à l'heure, dans le petit schéma là, avec le graphe super compliqué, en fait, on voyait qu'à un moment, il y avait une sortie qui revenait vers l'entrée et puis qui repassait dans le truc. Et donc moi, il y a un truc que j'avais essayé de faire et qui n'a pas du tout fonctionné. C'est qu'en fait, dans Elasticsearch, quand on fait plein de bulk en bourrinant un peu, côté serveur, en fait, lui, il gère des queues. Et quand la queue, elle est pleine, en fait, il pète une erreur en disant je suis en erreur. Donc moi je me suis dit, bon, bah, si la queue elle est pleine, c'est que je lui envoie trop de choses. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir ralentir un peu le stream pour lui laisser le temps de reprendre ses esprits et je pourrais rebourriner après. Donc je me suis dit, le résultat du bulk, soit il est en succès et ça continue, soit il est en erreur, je le fais revenir en disant il est en erreur une fois, et puis 2 fois je peux faire un mécanisme de retry comme ça, et puis en fait, du côté de mon opérateur de merge, ou du rate limiter, si je vois que j'ai trop de trucs en erreur, je vais pouvoir ralentir artificiellement le stream pour laisser reprendre à Elastic ses esprits, quoi. Le problème de cette stratégie, c'est que ça termine jamais. Parce qu'en fait, le merge, il est jamais capable de savoir quand est-ce qu'il n'y a plus d'éléments à traiter. Donc en fait, ça fonctionnerait très bien si on consomme une queue et qu'on se dit, bon, le truc il tourne tout le temps et voilà, quoi. Mais par contre, si c'est un stream qui a une fin, et bien en fait ça ne terminera jamais. Donc il faut faire super attention à ça. Donc c'est assez bien documenté dans le site d'Aka, il y a plein de cas avec des deadlocks ou ce genre de trucs là, dès qu'on utilise ce genre de boucle de feedback. Les performances, je vous en parle parce que je pense qu'on va me poser la question. Du coup, si vous faites des benches entre par exemple les streams de Java 8 et puis AkaStream, AkaStream sera vraiment plus lent. Et c'est normal parce que du coup, c'est pas du tout le même but. Le but d'AkaStream, c'est de gérer la back pressure, de s'assurer que le système est jamais débordé par quelque chose qu'il n'est pas capable de gérer, de faire passer des choses sur différents threads. Et du coup, ça a un coût. Forcément, ça a un coût et c'est forcément plus lent que juste une simple librairie de collection. Mais en revanche, il y a autre chose qui a un coût dans une application, c'est les I/O. Et du coup, ce genre de stratégie, finalement, même si c'est lent sur un bench pur, à l'échelle d'une application et sur les traitements qu'on veut faire, en fait, ça ramène plus de sécurité que d'avantages. Donc même si c'est un peu plus lent, finalement, c'est pas forcément très grave. Donc, du coup, moi, c'est ce que je pense. Pour conclure, les choses que je trouve pas terribles et qui sont compliquées pour démarrer, c'est que l'API elle est un petit peu difficile. Il y a beaucoup de contraintes en fait. On s'en rend peut-être pas trop compte là en 1 heure, mais en fait le fait d'avoir un truc sous forme de blueprint et puis après de devoir matérialiser la source, en fait, ça des fois ça rend les choses un peu compliquées à gérer. Du coup l'API elle est un petit peu, il y a une petite marche à l'entrée en fait, elle est un petit peu dure à prendre en main. Il y a autre chose, c'est que quand on fait du Java classique, un peu objet, tout ça, en fait, la logic stream, elle est un petit peu compliquée à comprendre au début. Donc après, ça commence à venir, parce que maintenant, il y a justement les nouvelles API de collection qui manipulent un petit peu les mêmes concepts, etc. Donc ça commence à rentrer un peu, mais bon, c'est pas forcément évident, quoi. Après, ce qui est super bien, c'est que ça fonctionne exactement comme dans la doc. Enfin, moi, j'ai vraiment pas eu de problème de surprise ou quoi que ce soit. Contrairement à d'autres frameworks, des fois où il y a des choses qui sont marquées dans la doc, ça fait rêver, tout ça. Puis après, quand on s'en sert, on se rend compte qu'il y a plein de petits problèmes en prod et tout. Là, pour le coup, ça, c'est assez stable. C'est vraiment une pure techno sur laquelle on peut s'appuyer. Le fait que l'API soit difficile à utiliser, qu'il y ait vachement de contraintes, qu'on soit toujours obligé de préciser le taux de parallélisation, qu'on soit obligé de gérer explicitement les erreurs, enfin voilà, en gros, toutes ces choses-là, ça rend les choses un peu compliquées, mais comme ça force à réfléchir comment on va faire les choses, finalement, une fois qu'on l'a implémenté, on n'a vraiment pas beaucoup de surprises, quoi. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir un contrôle très fin sur tout ce qu'on manipule, et ça, c'est vraiment bien. Une autre chose qui est super intéressante, c'est que ça permet d'écrire vraiment des composants réutilisables. Et donc en gros, à l'échelle d'une application, en fait, on factorise vachement de code en créant ses propres flows, ses propres sources, etc. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi.